Une personne sur 4 rapporte en avoir déjà fait une. Ce sont des crises qui durent en moyenne 10-15 minutes, mais des minutes interminables, où certains ont l'impression qu'ils sont en train de mourir tellement les symptômes sont intenses. Pourtant, ces attaques ne sont aucunement dangereuses. Elles peuvent par contre devenir très invalidantes pour les gens qui en font à répétition et qui développent ce qu'on appelle un trouble panique. Oui, 20 ans. Moi, j'ai vécu ça, puis je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui le vivent. Moi, là, je veux juste avoir une vie normale. Travailler, m'occuper de ma fille. Ma première crise de panique s'est passée à mon travail. Puis là, mon superviseur est venu pour me donner de quoi assembler. Une chose banale que j'aurais faite ordinairement, fait que je commence à assembler. Mais là, je vois que je commence à shaker. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, même j'ai comme freaké, là. Il y a plus rien qui allait, là. J'avais le cœur qui palpitait beaucoup. J'avais les mains tremblantes, les jambes molles, de la confusion au cerveau. Et je pouvais plus répondre, j'étais paralysée. Il n'y a rien qui marchait. J'avais de la misère à respirer, je cherchais mon air. J'ai essayé de comme me calmer. J'ai réussi, mais c'était tellement intense que je n'avais encore des répercussions toute la journée. Il y a 20 ans, 30 ans, on ne connaissait pas très bien le diagnostic de trouble panique. Certaines cliniques spécialisées le connaissaient, mais pas dans la profession en général. Quand j'ai commencé ma carrière et la recherche, les études démontraient que le premier diagnostic de trouble panique chez une personne qui en souffrait de façon très évidente et qui allait souvent à l'urgence pouvait prendre au moins 10 ans. Au moins. L'attaque de panique n'est pas vraiment une réaction habituelle ou normale au stress. C'est beaucoup plus. C'est vraiment une sensation émotionnelle extrême, extrêmement douloureuse, avec une peur extrême et des symptômes physiques qui sont très prononcés. Difficulté de respirer, des palpitations, des sueurs, des tremblements, même de la nausée. Très souvent, les patients, quand ils viennent consulter, on leur demande d'abord quand avez-vous eu votre première attaque de panique, et ils s'en souviennent, c'est marqué dans leur esprit, ils s'en souviennent la date précisément, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et très souvent, ces patients-là disaient mais il n'y avait rien dans ma vie, j'étais relax, j'ai écouté la télévision, et tout d'un coup, j'arrive pas à respirer, je me sens étourdi, j'ai une frayeur, mon cœur bat et tout ça, et j'ai une peur de mourir, de perdre le contrôle, et je sais pas pourquoi. Certains patients qui vont être dans des situations qui sont vraiment des situations de stress, un accident automobile, ou vont réagir comme il faut, ils vont dire que leur attaque de panique, c'est complètement différent. C'est pas naturel, c'est pas normal du tout. C'est beaucoup plus que juste une réaction au stress qui est extrême. C'est quelque chose d'anormal, une anomalie même. Dans les urgences, les gens se présentent souvent avec des attaques de panique et les médecins avant, ils passaient des électrocardiogrammes parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient faire des infarctus, mais c'était juste une attaque de panique. Pour faire une analogie avec cet état-là, je vous dirais, si, admettons, vous allez dans le bois, vous rencontrez un ours, vous avez une réaction d'alarme intense, ben une attaque de panique, c'est avoir ce même type de réaction-là, intense, physiologique, sauf qu'il n'y a pas d'ours. Donc, on en vient à avoir peur d'avoir peur. C'était des attaques de panique à chaque jour. On vit du stress à chaque jour. Mais là, c'était le stress amplifié par 1000, là. Moi, dans ma tête, je me dis, ben là, c'est pas normal. Surtout, ben c'est un travail que j'ai depuis 10 ans. C'est le même monde que je vois depuis X années. Oui, je veux retourner travailler, mais de là, je relie toujours attaque de panique avec
travail. Moi, je joue aux cartes. Même ça, là, il y a certaines activités que je voulais plus faire. Là, tu te dis, ben, c'est quoi qui se passe encore? Voyons donc. J'étais avec ma famille, je les connais, ils me connaissent. Je me faisais tellement un scénario gros, là, que... Ah non, moi, là, ça allait pas... Faut pas que je fasse attaque de panique, puis qu'est-ce qu'ils vont dire, puis qu'est-ce qu'ils vont penser. Puis là, s'ils voient ça, puis là, s'ils voient ça, ça va être encore plus pire. Fait que faut que je fasse attention, puis, tu sais, je parlerai pas trop, puis... non, c'est vraiment... je pense que ça qui se fait torturer, je pense que la torture est plus facile. Ils appréhendent de faire d'autres attaques de panique et à ce moment-là, ils vont commencer à éviter certaines situations ou contextes par peur de faire des attaques de panique. J'ai fait ça comme un bon gros mois, là, vraiment, là, puis... Non, là, il fallait vraiment que j'aille consulter un médecin parce que ça avait carrément pas d'allure. Il me demandait qu'est-ce qui m'emmenait un dimanche matin. Bon, ben, j'ai dit, regardez, moi, j'ai des symptômes, là, qui m'effraient un peu, puis que je trouve bizarre, parce que j'ai jamais eu ça, ces symptômes-là, avant. Lui, il m'a examiné, puis bon, il n'a pas fait plus de cas que d'autres choses, là. Il m'a dit, bon, c'était un peu de stress. Il m'a fait une prescription d'activant. La première semaine, c'était correct. Les symptômes, ils réapparaissaient pareil. Fait que là, je trouvais ça encore bizarre. Fait que je retourne voir le médecin. Il dit, là, il y a quelque chose pour l'anxiété et le stress. C'est du Lectopam, 3 mg. Il dit, prends-en 2 par jour. Après une dizaine de jours, ben là, c'est comme si j'étais revenue à la normale. Fait que moi, je me dis, wow, tu sais, c'est merveilleux, là. Mais le problème, c'est que le Lectopam, ça crée une dépendance. Fait que là, j'en ai pris un autre, puis en tout cas, là, jusqu'à temps que je me rende à 10 Lectopam. Puis même, des fois, je me demande si j'en prenais pas 11 puis 12. Tout dépendant le niveau d'attaque de panique que j'avais. Parce que quand j'avais à sortir ou faire certaines activités, ça me mettait dans un état de panique un peu plus grosse. De là, ben, j'étais pognée avec un problème de dépendance. Ça pendant 20 ans. Les gens attendent environ 10 ans avant de consulter après leur première attaque de panique, donc c'est quand même assez long. Les gens vont avoir tendance à utiliser les stratégies qu'ils connaissent pour faire en sorte de gérer leur anxiété. Donc, ça va faire en sorte que pendant un certain temps, ça va tenir la route. Aussi, la peur du jugement, la peur que les gens les comprennent pas ou disent qu'ils sont fous, que c'est exagéré ce qu'ils disent qu'ils vivent. C'est sûr que si on commence à éviter certaines situations ou endroits par peur de faire des attaques de panique, ben ça maintient le problème. Oui, c'est l'enfer parce que tu te couches le soir, tu penses à ça. Tu te dis, ben là, demain, j'ai encore une journée à faire. Puis là-dedans, ben, tu sais, la vie est pas toujours belle non plus, là. Tu sais, il y a des fois, là, on a des crues, fait que moi, j'ai vécu une séparation, ma perte d'emploi. Fait que ça, c'était une autre affaire à gérer. Bon, ma petite fille s'en allait sur ses 5 ans. Bon, ben, encore là, j'avais-tu le droit je pouvais-tu me permettre de tomber en dépression ou peu importe, là, non. Le Lectopam, dans le fond, si je l'aurais pas eu, j'aurais peut-être pas été capable de passer à travers ma perte d'emploi, ma séparation, puis de faire venir une vie équilibrée à ma fille. C'est ça que moi, je me suis toujours dit. Parce que, veux pas, oui, c'est une dépendance, mais moi, ça me faisait fonctionner. Puis là, si je fonctionne plus, ben il n'y a plus rien qui fonctionne ici, là.
vous n'avez pas idée à quel point ce que Mme Lemay a vécu au départ est typique. Des patients avec des troubles paniques qui se font prescrire du Lectopam, de l'Ativan, des fameuses pilules pour les nerfs, j'en vois à tous les jours. Et pourtant, ce sont des benzodiazépines qui créent une accoutumance, une dépendance, et il y a d'autres classes de médicaments qui sont beaucoup plus efficaces pour soigner ce genre de problème. Il y a aussi d'autres formes de traitement disponibles. On va le voir après la pause. Aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux le trouble panique. Grâce à de récentes découvertes, on sait que les gènes sont en partie responsables de la maladie. Le Dr Jacques Bradwin, chercheur à l'Université d'Ottawa, a été parmi les premiers à découvrir la piste génétique. J'étais encore en formation pour devenir psychiatre. J'ai fait des études de recherche en laboratoire. Une des études portait sur les neurotransmetteurs, donc ces substances dans le cerveau qui agissent sur les nerfs, les neurones. Et on avait fait une découverte à ce moment-là qu'il y avait un peptide, donc une protéine qui existe dans le cerveau, qui pouvait activer les neurones. Ça, c'était quand même assez connu, mais notre découverte, c'était que l'injection chez l'animal vivant d'un anxiolytique pouvait complètement inhiber, donc annuler l'effet d'excitation de ce peptide qui s'appelait la cholécystokinine, donc le CCK. Alors ça, c'est une découverte très très intéressante et qui a amené à poser la question si un produit qui traite l'anxiété est capable d'inhiber un produit naturel du cerveau, peut-être que ce produit naturel du cerveau a comme rôle d'activer et peut-être est une des causes de l'anxiété chez les personnes humaines. Ça, c'est l'ADN qui a rien se formé. Il y a une anomalie du système CCK chez les personnes qui souffrent d'attaques de panique. Dans les personnes qui sont saines, qui n'ont pas de problème de fonctionnement, alors tout ça fonctionne en concert, en harmonie, et tout le corps réagit de façon normale et saine au stress. Mais s'il y a un dérèglement dans ces systèmes-là, au lieu d'avoir une réaction normale au stress, on a une attaque de panique. Mais le dérèglement peut aussi être tel que sans stress, on peut ressentir une attaque de panique. Les attaques de panique, moi, je crois peut-être que j'en ai fait quand j'étais jeune. Parce que dans ma famille aussi, on est toutes... on est 10, puis je pense qu'on fait toutes de l'anxiété et de l'attaque de panique à certains niveaux. Et moi, j'ai commencé à en parler à une de mes sœurs. Là, elle me dit, ben oui, Léa, t'as dit moi aussi, là. Elle dit, gars, fais-toi sans pas. Elle dit, j'ai été 30 ans à régurgiter parce que je vivais de l'anxiété. Déjà, au début des années 80, il a regardé la population générale, voyait le taux d'attaque de panique, de crise de panique dans la population, qui est à peu près à 4 à 5%. Et après ça, on regarde dans les familles des gens qui souffrent d'attaques de panique. C'était déjà démontré à ce moment-là, c'est qu'il y a un pourcentage beaucoup plus élevé chez les familles de ceux qui souffrent d'attaques de panique. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, une cause familiale. Mais la question a été tout le temps, est-ce que c'est dans les gènes ou est-ce parce que c'est l'environnement où ces personnes-là ont été élevées, qui fait que peut-être le stress, l'environnement, fait qu'il y en a plus dans la famille. Alors, d'autres séries d'études qui avaient été faites, c'est de comparer le taux d'attaque de panique et le taux de panique chez les jumeaux, par exemple. Alors, les jumeaux qui sont non identiques, si un jumeau a le taux de panique, il y a une forte chance que l'autre va l'avoir, même jusqu'à 50%. Et chez les jumeaux identiques, le taux de concordance est presque 100%. Donc, ce qui indique que c'est familial, mais qu'il y a une base génétique de l'ADN qui transmet le trouble panique. Il y a certaines maladies génétiques, vous voyez, par exemple neurologiques, si le parent l'a, c'est sûr que ça va être transmis. Là, c'est toujours un risque qu'on transmet.
Donc c'est bien que bien des personnes sachent que la CCK et l'ADN de la CCK a un rôle. C'est juste un rôle, mais c'est un rôle important parce qu'on sait au moins qu'il y a un système qui a un rôle génétique. D'abord, c'est que ça permet d'informer que ce problème-là, c'est pas juste un problème de l'esprit. Il y a l'environnement qui est un peu trop demandant ou stressant et on n'arrive pas à donc bien gérer ses émotions ou gérer ses idées. C'est beaucoup plus que ça. C'est pas un manque de courage ou c'est pas un manque de bonne volonté. Donc ça, déjà, ça rassure énormément de personnes. Parce que beaucoup de personnes, donc, se culpabilisaient d'avoir un problème qu'on leur disait c'est dans la tête, c'est dans votre esprit, c'est dans votre tête, il n'y a rien là, et puis calme-toi, et puis prends le dessus. Mais aussi, ça veut dire que maintenant, on va pouvoir développer des traitements qui seront peut-être beaucoup plus ciblés au système qui ne fonctionne pas. J'étais tellement vraiment décidée à m'en sortir que c'est ça, j'ai été passée un examen psychiatrique à Louis H. Lafontaine par un psychiatre. Eux autres, ils m'ont déclaré attaque de panique avec agoraphobie. On va faire l'exercice avec la paille. Vous allez respirer à travers la paille en pinceau. Ce que j'ai eu en 20 ans, je l'ai soigné en 10 mois. Il faut se rappeler que l'anomalie génétique n'est pas la cause totale et complète et suffisante de la maladie. Les sensations que vous avez présentement, c'est quoi? Un petit peu de confusion au niveau du cerveau. Quand on souffre d'attaques de panique, et surtout attaques de panique à répétition, on finit par penser différemment. On finit par avoir même une peur d'anticipation de la prochaine attaque. Donc, le traitement est non seulement de pouvoir régler la biologie, mais aussi de corriger donc, toute cette mauvaise adaptation de la pensée à l'attaque de panique. Donc, là, c'est vraiment d'essayer, c'est ça, de ne pas dramatiser la sensation, parce qu'on sait ça maintient l'anxiété. Oui. Les recherches démontrent qu'un traitement efficace médicamenteux, comparé à un traitement efficace avec psychothérapie, amène des changements dans des régions différentes du cerveau. Ce qui veut dire que ça peut être mesuré et que donc la combinaison des deux est une bonne solution parce qu'ils agissent de façon différente dans des endroits différents du cerveau. Fait que c'est vraiment d'essayer de ne pas résister à la sensation, de la laisser venir comme si c'était une vague qui nous happait, puis elle va finir par partir. C'est pas agréable, comme vous avez dit, j'en conviens. Non, ouais. Mais on apprend à la tolérer, à accepter, à pas se crisper, à pas lutter contre. Non. Donc, c'est ce qui est reconnu comme étant efficace pour traiter le trouble panique avec agoraphobie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est vraiment apprendre à savoir c'est quoi ce trouble-là, mais aussi à savoir comment ça se développe, mais aussi comment ça se maintient, ce trouble-là, dans la vie de la personne. On va lui enseigner que c'est pas dangereux des attaques de panique, comme par exemple une personne qui a peur de ses palpitations cardiaques et qui a peur de faire une crise cardiaque. On va lui apprendre que en fait le cœur est un muscle très fort qui est capable d'en prendre pas mal, beaucoup plus qu'on le croit. Donc, vous allez vous imaginer pendant 2 minutes ces sensations-là que vous avez eues. Donc, c'est un travail qui se fait quand même sur quelques semaines parce que c'est pas évident. La personne y croit vraiment à ces interprétations-là catastrophiques. Dans un deuxième temps, on va travailler tout ce qui est d'exposer la personne aux sensations paniques. La personne, il y a eu un pairage qui s'est fait entre la sensation panique et la peur. Donc, ce qu'on va faire quand on va exposer la personne à ces sensations qui sont similaires aux attaques de panique, ben ça va faire en sorte que la personne va voir que c'est pas dangereux d'avoir ces sensations-là, d'être étourdi, d'être nauséeux, puis les interprétations catastrophiques, ça surviendra pas finalement. Respirer avec une paille, avec le nez bouché, un simple exercice de même, ça te met dans un état de panique. C'est une thérapie qui est très efficace. On a un taux d'efficacité d'environ 80%. C'est difficile de faire face à ses peurs parce que tu te dis, j'y arriverai pas. Non, j'ai jamais su que faire une thérapie, ça pouvait aider autant.
C'est par la suite, j'ai réalisé ça. S'il m'aurait arrêté, je sais pas, bon, comme 3 mois avec un psychologue, peut-être que ça aurait fonctionné au lieu de graffiner une prescription puis me mettre tout de suite ces pilules. Moi, je vais vous dire franchement, je ne sais pas si je vais en faire d'autres ou je sais que ça va être diminué. Mais la vie, ne sachant pas qu'est-ce qu'elle est faite, je peux être 5 ans sans en faire, puis dans 6 ans, je peux en faire une. Mais je sais comment affronter ça à cette heure. C'est que là, je suis plus dans le néant, là. On continue d'avancer dans ce dossier-là. L'Université d'Ottawa mène en ce moment une étude auprès d'enfants de 6 à 12 ans dont les parents ont souffert de troubles paniques. On parle d'une piste génétique. L'idée serait donc de voir si on ne peut pas carrément prévenir l'apparition de la maladie, ce qui aurait évidemment un impact considérable sur la qualité de vie des gens.